Avant de vous plonger dans ce récit poignant de courage et de résilience, nous vous invitons à vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Si le combat de Marisa et les défis qu'elle a relevés vous ont touché, ne manquez pas de suivre d'autres témoignages, réflexions et aventures qui transformeront votre vision du monde. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir nos actualités et être parmi les premiers à lire nos nouveaux récits. Explorons ensemble le pouvoir des histoires et leur capacité à inspirer le changement dans nos vies. C'était un après-midi d'été caniculaire à Paris. La ville vibrait, comme toujours, et le murmure des conversations françaises emplissait les rues. Les cafés étaient bondés, les gens attablés en terrasse profitant du soleil, mais pour Marisa, tout cela semblait irréel. La jeune femme de 28 ans, le visage pâle et les cheveux bruns courts, avait le souffle coupé, les yeux rivés sur le portail doré de l'hôtel luxueux où son destin allait se jouer. Marisa ne se sentait pas à sa place entre ces murs dorés, mais elle était là pour une raison. La raison qu'elle redoutait le plus au monde, sa mère. Lucia, sa mère, était malade, mais pas d'une maladie ordinaire. Elle était mourante, et le seul traitement susceptible de la sauver n'était disponible que dans un centre de santé privé, réputé pour ses traitements novateurs. Cependant, ce centre était très sélect, et seuls les plus riches y étaient admis. Marisa savait que sa mère, une femme simple d'origine modeste, n'y serait pas admise sans aide. C'est pourquoi, pendant des mois, elle cherchait une solution, jusqu'à ce qu'enfin, une opportunité se présente. La grille de fer s'ouvrit doucement, et une silhouette imposante apparut. Jean-Claude Dufresne, le millionnaire propriétaire du centre de santé, un homme dont le nom était vénéré de tous et dont la fortune s'était bâtie grâce à sa vision et à ses investissements audacieux. Mais ce que personne ne savait, c'est que Jean-Claude, au fil des ans, était devenu un homme cruel, incapable de ressentir la souffrance des gens ordinaires. Il ne voyait que du profit dans le malheur d'autrui. Marisa, les yeux emplis d'angoisse, s'approcha du portail avec une seule supplique sur le bout des lèvres. « Laissez entrer ma mère, s'il vous plaît. Elle est en train de mourir. C'est sa seule chance. » Mais, comme prévu, le vigile à l'entrée ne prêta aucune attention à sa supplique. Il la regarda avec un sourire condescendant. « Mademoiselle, les règles sont claires. Nous n'acceptons que les meilleurs. Il n'y a pas d'exception. » Mais c'est à ce moment précis que Jean-Claude Dufresne, comprenant la situation, s'approcha du groupe et observa Marisa de la tête aux pieds. Avec un sourire ironique, il la regarda et, avant qu'elle n'ait pu dire un mot, il éclata de rire, trouvant la situation même amusante. Ah, une jeune femme si déterminée. Vous savez bien qu'il n'y a pas de place pour les moins fortunés ici, n'est-ce pas? Qu'attendez-vous exactement? Un changement dans mes critères? Dit Jean-Claude d'une voix sèche et pleine de mépris. Marisa, prise dans l'adversité, tenta de reprendre la parole, mais l'homme l'interrompit brusquement. La conversation prit alors une autre tournure lorsqu'il la regarda pour la première fois droit dans les yeux. Quelque chose changea dans son regard, de la surprise, un léger choc. « Attends un instant », dit Jean-Claude en l'observant de plus près, maintenant surpris. Ce que Jean-Claude ignorait, c'est que cette jeune femme, qu'il prenait pour une simple femme en quête d'aide, était sur le point de faire quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé se produire là, à cet instant précis. Marisa et sa mère vivaient dans un petit appartement en banlieue parisienne, une région où les contrastes de la ville étaient encore plus marqués. Tandis que le centre de Paris rayonnait de richesse et de culture, la périphérie était marquée par la lutte quotidienne des gens ordinaires qui peinaient à survivre. La vie de Marisa, autrefois simple et paisible, devint un combat permanent après la maladie de sa mère. Elle n'aurait jamais imaginé devoir un jour solliciter l'aide d'hommes comme Jean-Claude Dufresne, dont le nom résonnait dans les hautes sphères de la société parisienne. Lucia, sa mère, avait toujours été une femme rayonnante et pleine de vie. Originaire du nord de la France, elle avait travaillé toute sa vie dans une petite boutique de vêtements, où elle avait rencontré son mari, un homme simple et bon, décédé prématurément dans un accident.
Marissa a grandi sous l'égide de sa mère qui, malgré les difficultés, lui a toujours appris à être forte et à croire en elle. Lucia n'a jamais accepté que le destin soit dicté par des facteurs tels que l'argent ou le statut social. Pour elle, la valeur d'une personne résidait dans ses actes, sa bonté et son courage. Jean-Claude Dufresne, en revanche, a eu une vie bien différente. Fils unique d'une famille fortunée, il a grandi dans le luxe et l'opulence. Ses parents, tous deux hommes d'affaires prospères, n'avaient jamais de temps à lui consacrer, et la solitude a marqué son enfance. Pourtant, Jean-Claude ne voyait pas cela comme une faiblesse, mais comme un atout. Il était convaincu que le monde était un jeu où seuls les plus forts survivaient, et il était déterminé à en être le vainqueur. Son empire a débuté par un modeste investissement dans le secteur de la santé, mais il s'est rapidement développé, englobant non seulement des hôpitaux privés, mais aussi des cliniques exclusives et des centres de bien-être de luxe. Jean-Claude était un homme respecté, mais aussi craint. Sa froideur et sa logique implacable faisaient de lui un négociateur redoutable, toujours soucieux de maximiser les profits. Il envisageait la vie des gens en termes d'investissement et de retour sur investissement. Et toute déviation par rapport à ce modèle était considérée comme insignifiante. Marissa sentait sa frustration grandir à la pensée du sort de sa mère. Bien que sa mère lui ait toujours appris que la bonté triompherait, elle voyait désormais clairement le fossé qui séparait ses humbles origines de la dure réalité du monde dans lequel elle se trouvait. L'hôpital Jean-Claude était son seul espoir de sauver sa mère, mais elle savait aussi que pour y entrer, elle devrait affronter bien plus que de simples portes de fer et des gardes en uniforme. Elle devrait se mesurer à un système qui ne croyait pas en les gens comme elle. Marissa se souvenait de sa première visite, quelques semaines auparavant, à la clinique de Jean-Claude. La réceptionniste l'avait alors regardée avec dégoût et lui avait annoncé qu'il n'y avait plus de place. Malgré ses supplications et ses explications sur l'état de santé de Lucia, elle n'avait tout simplement pas été jugée digne d'attention. Le système était impitoyable et cette impasse ne faisait qu'accroître sa frustration. Pendant ce temps, Jean-Claude continuait de développer son entreprise. Chaque nouveau contrat signé l'isolait davantage, le rendant plus insensible aux besoins d'autrui. Aux yeux de beaucoup, il était un modèle de réussite, mais au fond de lui, Jean-Claude menait une vie solitaire et vide. Il ignorait tout de la véritable souffrance, et même s'il l'avait connue, cela ne l'aurait probablement pas affecté. Il voyait sa richesse comme un bouclier contre les épreuves de la vie, une barrière invisible qui le protégeait de toute douleur qui n'était pas de son propre fait. C'est à ce moment précis que les chemins de Marissa et Jean-Claude se croisèrent irrémédiablement. Leur rencontre ne se réduirait pas à un simple choc des classes sociales, mais à l'entrelacement involontaire de leur destin. D'une manière surprenante, le conflit entre l'idéalisme de Marissa et le pragmatisme de Jean-Claude allait révéler une vérité insoupçonnée. La tension entre Marissa et Jean-Claude Dufresne s'intensifia rapidement. Après leur première rencontre, Marissa ne pouvait plus se permettre d'attendre une solution miracle. La maladie de sa mère progressait inexorablement et son seul espoir résidait à l'hôpital où travaillait Jean-Claude. Mais plus elle s'efforçait d'atteindre cet objectif, plus elle semblait s'éloigner de lui. Elle fit tout son possible pour augmenter ses chances. Dès son arrivée dans l'hôtel de luxe, Marissa commença à s'immiscer dans la vie de personnes susceptibles de l'aider. Convaincre la réceptionniste de lui donner un coup de pouce n'était que le début. Elle rechercha des contacts connaissant les secrets des cliniques de Jean-Claude, envoyant des lettres discrètes et proposant même de travailler comme bénévole. Rien n'y fit. Les protocoles et les intérêts financiers de l'hôpital étaient insurmontables. Ce que Marissa ignorait, c'est que Jean-Claude, déjà conscient de sa persévérance, l'observait. Il la voyait comme une intruse, une femme qui osait défier les règles qu'il avait lui-même établies. Mais en même temps, il éprouvait quelque chose d'inexplicable, une fascination mystérieuse pour la détermination inébranlable de Marissa.
Il n'avait jamais rencontré personne prête à tout risquer, jusqu'à sa propre dignité, pour une cause aussi noble et simple. Un soir, tandis que Marisa attendait à l'entrée de l'hôpital, Jean-Claude passa près d'elle sans dire un mot. Pourtant, son regard avait changé. Il s'arrêta un instant et dit d'une légèreté déconcertante « Vous ferez tout ce qu'il faut, n'est-ce pas ?» Marisa, surprise pour la première fois par sa froideur, répondit d'un regard ferme « Je ferai tout ce qui est nécessaire. Il n'y a pas d'autre solution. » Le silence qui s'installait entre eux était pesant, et l'atmosphère chargée d'une tension latente. Pourtant, à cet instant précis, Marisa sut qu'il ne s'agissait plus seulement d'obtenir ou non le billet pour sa mère, il y avait quelque chose de plus profond à régler entre elle et le millionnaire. Elle voulait comprendre pourquoi il se souciait si peu de la souffrance d'autrui, pourquoi se croyait-il supérieur à tout et à tous, alors qu'elle se battait pour une infime chance de sauver la vie de celle qu'elle aimait le plus. Jean-Claude savait que la situation allait dégénérer. Il détestait perdre le contrôle. Et Marisa, avec son courage et son entêtement, menaçait tout ce qu'il considérait comme juste. Elle ne se contentait pas de défier ses règles. Elle s'attaquait au système même qu'il représentait. Elle était, d'une certaine manière, le reflet de tout ce qu'il fuyait. Un cruel rappel que le pouvoir absolu a ses limites. Il commença à observer Marisa de plus près, sans se rendre compte qu'en agissant ainsi, il se rapprochait de ses propres défauts. D'une certaine manière, il l'admirait. Mais à chaque geste qu'elle faisait, il ressentait aussi de la colère envers lui-même, incapable de la considérer comme son égale. Dans son monde, les gens comme Marisa n'étaient que des pions jetables sur un échiquier qu'il déplaçait avec dextérité. L'intrigue se compliqua lorsque Marisa, après tant d'échecs, se vit offrir une opportunité inattendue. Un contact anonyme, une personne infiltrée dans l'organisation de Jean-Claude, lui envoya une lettre mystérieuse, lui annonçant qu'elle aurait la possibilité de revoir sa mère à l'hôpital, mais à une condition. Ce qui semblait être la récompense de sa persévérance acharnée allait bientôt se révéler être un piège. Marisa sentait le poids de la lettre entre ses mains, et un sentiment mêlé de soulagement et de méfiance l'envahissait. Elle savait que le système de Jean-Claude était si rigide et calculateur qu'aucune bonté ne pouvait se cacher derrière cette proposition. Mais elle ignorait que cette offre allait révéler non seulement le combat désespéré de sa mère pour survivre, mais aussi la guerre intérieure que Jean-Claude menait contre lui-même. Une guerre de principe, de morale et peut-être de rédemption. Par une nuit pluvieuse, Marisa fut convoquée à un rendez-vous avec Jean-Claude dans son manoir. Elle ne s'attendait pas à ce que cette rencontre lui apporte non seulement une révélation, mais aussi la véritable raison pour laquelle Jean-Claude, cet homme qui semblait indifférent à tout, commencerait à remettre en question ses propres convictions. Dans l'hôtel particulier de Jean-Claude, la pluie s'abattait avec violence sur les fenêtres, martelant les murs comme des coups de marteau, tandis qu'un froid glacial régnait à l'intérieur. Marisa fut accueillie par un majordome qui la conduisit à travers des couloirs, richement décorés, ornés de portraits de famille et de témoignages de réussites passées. Chaque pièce semblait raconter l'histoire d'un homme qui avait su obtenir tout ce qu'il désirait, et pourtant il paraissait vide, tel le fantôme de son propre succès. Jean-Claude était assis derrière son grand bureau en acajou, comme toujours, avec un regard calculateur et presque insensible. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Il était tendu, comme si sa façade rigide était sur le point de se briser. Marisa avait l'intuition d'avoir touché à quelque chose de bien plus profond qu'une simple négociation. « Vous avez fait tout ce chemin, contre toute attente. C'est quelque chose que je ne peux pas simplement ignorer, » dit Jean-Claude d'une voix froide, mais avec un ton qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. Marisa resta immobile, incertaine de la réaction à la proposition qu'il venait de lui faire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance, mais l'urgence de sauver sa mère primait sur toute méfiance. « Que me voulez-vous donc ?» demanda Marisa, s'efforçant de garder son calme, malgré son cœur qui battait la chamade. Elle ne croyait pas qu'il agirait par compassion. Ce n'était pas dans sa nature. Mais alors, pourquoi était-il là, devant elle, lui offrant quelque chose d'aussi irréel?
Jean-Claude, imperturbable, commença à exposer la proposition. Il laissa entendre que si Marisa acceptait de jouer le jeu des relations et de négocier avec lui au nom d'autres causes qu'il soutenait, des causes impliquant influence, argent et certaines des personnalités les plus influentes de France, elle pourrait garantir le traitement de sa mère. « C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas ?» dit-il avec une pointe d'ironie. « Sauver votre mère, que seriez-vous prête à faire pour obtenir ce que vous désirez ?» Marisa éprouvait du dégoût, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Ce qu'il proposait était non seulement humiliant, mais aussi dangereux. Elle allait devoir se laisser prendre dans un engrenage de manipulation qui risquerait de lui faire perdre sa dignité. Et pourtant, la maladie de sa mère continuait de progresser comme une ombre menaçante. Le prix du salut lui paraissait exorbitant. Mais que lui restait-il ? Si elle refusait, sa mère mourrait sans avoir eu la moindre chance. Rongée par le désespoir, elle accepta le marché d'un air résolu, sans se douter de ce que l'avenir lui réservait. Entre-temps, les complexités de l'univers de Jean-Claude commençaient à se dévoiler plus qu'il ne l'avait imaginé. Bien qu'il se considérât comme une personne insensible, il ne pouvait nier l'attirance qu'il éprouvait pour Marisa. Il y avait chez elle quelque chose qui le poussait à remettre en question ses propres choix. Lui qui avait toujours tout contrôlé se voyait désormais comme un pion dans un jeu qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Jean-Claude était en proie à un conflit intérieur, sans même se l'avouer. Il avait toujours cru que les émotions étaient des faiblesses, que seule la raison comptait. Mais Marisa, avec son courage insouciant, faisait voler en éclats ses barrières. Elle incarnait non seulement la victime d'un système cruel, mais aussi le reflet de tout ce qu'il avait fui dans sa vie, la fragilité humaine, cette vulnérabilité qu'il avait toujours, d'une certaine manière, redoutée. Entre-temps, Marisa commençait à comprendre que les promesses de Jean-Claude n'étaient que le prélude à quelque chose de bien plus sinistre. Elle s'engageait dans un jeu qu'elle ne maîtrisait pas, et des forces invisibles en tiraient les ficelles. Ce qui semblait être une chance de sauver sa mère allait bientôt se transformer en un cauchemar de manipulation et de vengeance. Lucia, la mère de Marisa, était consciente de la situation, mais savait que sa fille n'aurait d'autre choix que de suivre cette voie obscure. Cependant, une révélation de dernière minute sur le passé de Jean-Claude allait tout changer. Lui, qui s'était toujours cru maître de la vie des autres, allait découvrir que même lui n'était pas à l'abri des forces qui commençaient à s'agiter autour de lui. La nuit où tout a basculé est arrivée sans prévenir, comme une tempête soudaine. Marisa avait accepté le marché proposé par Jean-Claude, même si elle savait que le chemin à parcourir était semé d'embûches. Elle avait déjà commencé à s'immerger dans les affaires et l'influence du millionnaire, assistant à des réunions et nouant des alliances avec des personnalités influentes. Mais le sentiment de sombrer dans quelque chose de bien plus sombre la hantait. Chaque pas l'éloignait un peu plus de son objectif initial, sauver sa mère. Mais le tournant survint lorsque Marisa fut convoquée à une réunion cruciale dans un hôtel de luxe parisien. Jean-Claude l'avait réunie pour discuter d'une nouvelle étape stratégique dans leurs négociations. Et elle savait que c'était le moment idéal pour enfin obtenir un traitement pour Lucia. Cependant, elle ignorait que cette réunion du soir serait la clé pour révéler les secrets les plus sombres de Jean-Claude, et peut-être même les siens. Quand Marisa arriva à l'hôtel, elle trouva une chambre vide, à l'exception d'une grande table et d'un mystérieux dossier posé dessus. Avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, une ombre s'approcha. C'était Jean-Claude, mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait un homme à l'air sévère que Marisa ne reconnut pas immédiatement, mais qui semblait dégager une aura de puissance encore plus impressionnante. « Marisa, tu connais déjà les rouages du pouvoir. Une fois qu'on y est, il n'y a pas de retour en arrière, » dit Jean-Claude d'une voix plus grave que d'habitude. « Ce soir, les choses vont changer. » Elle le fixait, cherchant à comprendre où il voulait en venir. Mais l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension qui dépassait le cadre professionnel. L'homme aux côtés de Jean-Claude, un avocat dont elle ignorait le nom, la dévisageait d'un regard pénétrant. Ce qu'elle ne savait pas,
c'est que cet homme était là pour s'assurer qu'elle prenne une décision finale, une décision qui allait bien au-delà du simple traitement de sa mère. Ce serait pour Marisa l'occasion d'entrer enfin dans le monde de Jean-Claude, ou celle de se détacher de tout et de préserver ce qui restait de son identité. « Que se passe-t-il ici, Jean-Claude » demanda Marisa, sentant déjà que quelque chose clochait. Jean-Claude soupira, esquissant un sourire amer. « Tu crois vraiment que ta présence ici est inestimable? Parlons maintenant de ce qui compte vraiment. » C'est à ce moment précis qu'il lui révéla ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Le traitement pour sa mère, le seul espoir de salut qu'elle croyait pouvoir trouver, n'était pas accessible aux gens ordinaires comme elle. L'accès à la clinique de Jean-Claude ne dépendait ni de l'argent ni du pouvoir, mais de quelque chose de bien plus personnel. Il s'agissait d'une condition de loyauté envers lui et son réseau d'influence. « Tu es déjà engagée à mes côtés, Marisa », dit Jean-Claude d'un ton froid et calculé. « Il est temps maintenant pour toi de décider jusqu'où tu es prête à aller pour sauver ta mère. » Elle était sous le choc, mais elle ne pouvait se permettre de flancher. D'une voix tremblante, Marisa demanda ce qu'il attendait d'elle. Jean-Claude la fixa longuement, presque avec dédain. « Je veux que tu sois mon allié, Marisa. Porte-moi ma voix dans les cercles que tu connais, là où personne d'autre ne peut intervenir. Si tu le fais, je te garantis un traitement pour ta mère. Sinon, tu perdras tout. » Le poids de ces mots s'abattit sur Marisa comme une lame acérée. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'avec ce choix, son destin basculerait à jamais. Le prix du salut de sa mère était lié à sa loyauté absolue envers Jean-Claude, et elle devrait décider jusqu'où sa morale l'amènerait. Avant qu'elle puisse répondre, l'avocat lui tendit le dossier. En l'ouvrant, Marisa découvrit une liste de noms. Des personnalités influentes, des hommes d'affaires, des politiciens et autres personnes puissantes dont les intérêts étaient liés aux affaires de Jean-Claude. Cette liste n'était pas qu'une simple promesse de pouvoir, c'était un système de contrôle, un labyrinthe de manipulations et de promesses qui allait l'engloutir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle était invitée à un jeu où chacun de ses mouvements serait surveillé, chaque étape suivie, et pire encore, sa loyauté mise à rude épreuve. À cet instant, la révélation que Marisa redoutait tant se produisit. Il ne s'agissait pas seulement de sauver sa mère. Elle était entraînée dans un jeu de pouvoir et de vengeance où les intérêts personnels de Jean-Claude n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Cette nuit-là n'offrirait pas seulement une nouvelle chance à sa mère, elle la confronterait à un choix impossible, lui sauver la vie ou perdre tout ce qu'elle était. Jean-Claude, remarquant la confusion dans les yeux de Marisa, conclut « Le choix vous appartient, mais souvenez-vous, il n'y a pas de retour en arrière. » Marisa était paralysée, accablée par le poids de la décision. Jean-Claude Dufresne, l'homme qu'elle avait tant cherché à comprendre, lui paraissait plus distant que jamais. L'offre qu'il lui avait faite, avec un sourire froid et une voix autoritaire, était impossible à ignorer. Sa mère, Lucia, était mourante, et le seul espoir de la sauver semblait lié à quelque chose de bien plus grand, à un monde que Marisa ne comprenait pas pleinement, mais dont elle commençait à entrevoir les contours. La nuit s'éternisait, et Marisa se retrouva seule dans son petit appartement parisien. Les paroles de Jean-Claude résonnaient dans sa tête comme un glas. « Si tu fais ça, je te garantis les soins de ta mère. Sinon, tu perdras tout. » Que signifiait tout? Elle n'en savait rien, mais le sentiment d'être au bord du non-retour la troublait profondément. Son âme était en proie à un conflit intérieur qu'elle n'avait jamais connu. Que perdrait-elle en suivant la voie de Jean-Claude? Et surtout, que sacrifierait-elle pour sa mère? Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon d'émotions. Marisa accepta la proposition de Jean-Claude, non sans hésitation. Elle entra dans le jeu, devenant, en quelque sorte, une pièce sur l'échiquier complexe de l'influence et des affaires que Jean-Claude tissait. À chaque rencontre, la pression grandissante l'obligeait à s'éloigner toujours plus de ses principes. Son implication dans le monde de Jean-Claude s'intensifia et les fils invisibles de la manipulation commencèrent à enchaîner ses actions.
Ce qui semblait être une simple mission pour sauver sa mère se transformait désormais en une situation qui lui échappait totalement. Au fil de son pénible voyage, l'état de Lucia s'aggravait de jour en jour. Sa maladie déjà avancée semblait réfractaire au traitement conventionnel. Marisa ressentait un désespoir grandissant, une profonde angoisse à la pensée que sa mère, même sauvée temporairement, n'échappait pas à la mort. Chaque visite à la clinique de Jean-Claude lui apportait un soulagement éphémère, sans pour autant résoudre le véritable problème. La santé de sa mère, déjà affaiblie par la douleur et le temps. De son côté, Jean-Claude comprit que Marisa commençait à saisir les conséquences de sa décision. Elle n'était plus seulement une jeune femme désespérée de sauver sa mère, elle devenait un rouage essentiel de son réseau de pouvoir, une alliée indispensable à la consolidation de son empire. Mais Jean-Claude ne voyait pas en Marisa une personne. À ses yeux, elle n'était qu'un instrument désormais façonné à son image. Il observait avec intérêt comment elle se débattait dans les négociations complexes qui la concernaient, sachant qu'à un moment donné, elle serait contrainte à un sacrifice encore plus grand. Ce que Jean-Claude n'avait pas prévu, c'est qu'en l'aidant à sauver sa mère, il contribuait en réalité à forger une Marisa plus forte et plus calculatrice. Une Marisa qui commençait à comprendre que la véritable guerre n'était pas seulement pour la vie de Lucia, mais aussi pour le contrôle de sa propre vie. Et ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était sur le point de faire une révélation qui allait bouleverser leur relation. Peu à peu, Marisa commença à percevoir les subtiles manipulations dissimulées derrière les promesses de Jean-Claude. Les personnes qu'elle fréquentait, souvent des figures puissantes et corrompues, semblaient davantage préoccupées par la destruction mutuelle que par la recherche de véritables solutions. Le monde de Jean-Claude n'était pas axé sur le sauvetage de vie, mais sur l'acquisition de pouvoir, de contrôle et d'influence. Marisa se sentait perdue. Physiquement proche de sa mère, chaque jour, elle s'en éloignait pourtant émotionnellement de plus en plus, plongée dans un monde de pouvoir et de manœuvres douteuses. Ce qui lui avait semblé un combat noble pour la vie de Lucia la faisait désormais sombrer toujours plus profondément. Un après-midi, après une réunion particulièrement éprouvante, Marisa croisa un vieil ami de sa mère, une personne de confiance qui avait toujours compté pour elle. Sentant le tourment qui l'habitait, il lui posa une question qu'elle n'était pas prête à entendre. « Marisa, t'es-tu déjà demandé si le prix que tu payes pour sauver ta mère n'est pas plus élevé qu'elle ne le souhaiterait ?» Les paroles de l'homme résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre, et pour la première fois, Marisa commença à s'interroger sur les véritables motivations de son combat. Elle ne savait plus ce qu'elle essayait de sauver. Sa mère ou sa propre âme? Les jours suivants furent marqués par un sentiment croissant de désorientation. Marisa s'était totalement abandonnée au jeu de Jean-Claude, mais à chaque pas, elle se sentait plus piégée. Sa mère, Lucia, était soignée, mais l'amélioration était éphémère. Chaque visite à la clinique de Jean-Claude, chaque sourire forcé des médecins ne faisait que lui rappeler que sa mère n'était pas sauvée, mais simplement maintenue au bord de la mort. Ce que Jean-Claude lui offrait n'était pas une guérison, mais un sursis dont Marisa savait qu'il ne pouvait durer éternellement. Mais c'est un soir, alors qu'elle arpentait les rues de Paris, accablée par le poids des événements, que quelque chose en elle s'est brisé. Elle était lasse de se cacher derrière ses choix. Le reflet de la femme qui la regardait dans la vitrine d'un magasin lui semblait lointain, méconnaissable. Qui était cette femme et qu'était-elle devenue? Marisa commença à prendre conscience d'une chose qu'elle n'avait jamais admise auparavant. Son combat ne visait pas seulement à sauver sa mère, il visait aussi à se sauver elle-même. Sa quête de justice, d'honneur, d'une forme de rédemption, l'avait menée sur un chemin obscur, et elle se retrouvait désormais au bord de la perdition. Elle ne pouvait plus être une simple marionnette dans le jeu de Jean-Claude, ni une femme qui prenait des décisions dictées par le seul désespoir. Il était temps de reprendre sa vie en main, quoi qu'il en coûte. La transformation de Marisa commença par petits pas. Elle se mit à remettre en question ses alliances, ses amis et les mensonges qu'elle s'était racontés. Jean-Claude, avec sa promesse de salut,
l'avait entraîné dans un monde où le prix de la vie semblait se calculer uniquement en termes de pouvoir et d'influence. Mais Marisa ne voulait plus être un pion sur cet échiquier. Elle aspirait à être plus que cela. Le premier pas de sa transformation fut simple mais radical. Elle commença à se désengager des affaires de Jean-Claude. Les réunions, autrefois fréquentes, se firent de plus en plus rares. Marisa s'éloigna peu à peu de l'emprise du millionnaire sans se soucier des conséquences. Elle savait qu'en agissant ainsi, elle mettait en péril tout ce qu'elle avait accompli. Mais une petite voix intérieure lui disait que ce qu'elle perdait n'avait pas vraiment d'importance. Ce qu'elle cherchait ne s'achetait pas. Dans sa quête d'autonomie, Marisa se tourna également vers sa mère. Leur relation, toujours empreinte d'un amour inconditionnel, commença à se reconstruire. Lucia, qui semblait auparavant perdue dans sa fragilité, commençait à comprendre à quel point sa fille s'éloignait de sa véritable nature. Mais le plus grand pas de Marisa ne fut pas de sauver sa mère, mais de lui donner la force de se battre pour sa propre vie. Le combat de Marisa devint finalement aussi un combat pour la force et la dignité de sa mère. Marisa prit une décision radicale. Elle chercha des médecins en dehors du réseau de Jean-Claude, explorant des alternatives peut-être plus risquées, mais qui lui offriraient au moins une réelle chance de guérison. Parallèlement, elle rompit tout contact avec Jean-Claude, sachant pertinemment que cela signifiait renoncer aux soins luxueux qu'il lui prodiguait. Elle était enfin prête à lutter contre un monde qui ne la respectait pas pour ce qu'elle était, mais seulement comme un moyen de pression. Jean-Claude, sentant que Marisa commençait à échapper à son emprise, s'irrita et se déconcerta. Il n'avait pas l'habitude de perdre le contrôle sur une personne aussi déterminée et forte. Mais il ne parvenait plus à toucher le cœur de Marisa comme avant. Elle s'était libérée de sa manipulation. Ce que Marisa ignorait, c'est qu'en prenant ses distances avec Jean-Claude, elle se rapprochait paradoxalement d'une solution pour sa mère. Lucia, dont la santé commençait enfin à se stabiliser grâce aux nouveaux traitements, ressentit un espoir renouvelé. Ce qui semblait être un acte désespéré de la part de Marisa la menait désormais sur le chemin d'une véritable guérison. C'est à ce moment charnière que Marisa a commencé à y voir clair. Il ne s'agissait plus d'un jeu de pouvoir, ni d'une lutte entre elle et Jean-Claude, ni même de sauver sa mère à tout prix. Il s'agissait de retrouver son humanité, de reconstruire son identité et de comprendre que, aussi difficile que cela puisse être, elle ne pouvait plus sacrifier son être pour un système qui ne la considérait que comme une monnaie d'échange. Ainsi, la tête haute et le cœur allégé, Marisa trouva la force de se relever, consciente que la véritable victoire ne viendrait pas de sa lutte contre Jean-Claude, mais de sa libération de tout ce qu'il représentait. Elle n'était plus victime des circonstances. Elle était l'auteur de sa propre histoire. Alors que Jean-Claude prenait peu à peu ses distances, Marisa se sentait enfin libre, même si cette liberté laissait un goût amer. La lutte pour sauver sa mère, le conflit avec le millionnaire et les intrigues liées à son propre rôle dans cette affaire commencèrent à s'estomper, mais à un prix émotionnel très lourd. Sa vie était désormais un équilibre fragile entre ses désirs et ce qui était nécessaire pour trouver la paix. Lucia commençait, à sa grande surprise, à se rétablir, et la décision de Marisa de se tourner vers des traitements alternatifs, loin de l'influence de Jean-Claude, semblait porter ses fruits. La santé de sa mère, qui avait auparavant semblé vaciller, montrait désormais des signes de stabilité. Marisa, malgré la fatigue et le poids des choix qu'elle avait faits, commençait à entrevoir un avenir où sa mère pourrait enfin être sauvée. Mais le soulagement qu'elle éprouvait n'était qu'une illusion. Jean-Claude ne comptait pas la laisser partir si facilement. La tension était palpable, et le millionnaire, qui la considérait comme une alliée précieuse au sein de son empire, n'était pas prêt à la laisser s'en tirer sans conséquence. Il savait que Marisa prenait ses distances, mais il ignorait qu'elle s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Une femme avec un objectif précis et une détermination inflexible. La dernière rencontre entre Marisa et Jean-Claude, prévue cet après-midi-là, serait la dernière.
Jean-Claude, toujours méticuleux, savait que la femme devant lui n'était plus la même. Il l'observait avec une froide intensité, conscient que la lutte de pouvoir approchait de son point culminant. Marisa n'était plus un pion dans son jeu. Elle était devenue son adversaire, ce qui la rendait d'autant plus imprévisible. « Marisa !» dit Jean-Claude d'une voix plus douce que d'habitude, mais teintée d'une assurance menaçante. « Tu crois vraiment t'en tirer comme ça, sans en payer le prix? Je t'ai élevé, et maintenant tu me laisses tomber. Tu me dois quelque chose. » Les paroles de Jean-Claude pesaient comme des pierres sur Marisa, mais elle ne se laissa pas intimider. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se soumettre à son emprise, et plus encore, elle savait qu'il y avait autre chose en jeu. Elle avait compris la leçon qu'il essayait de lui enseigner, mais d'une autre manière. Jean-Claude n'était qu'un homme, et elle ne craignait plus ce qu'il représentait. « Je ne te dois rien, Jean-Claude. Tu m'as offert une illusion de pouvoir et de contrôle, mais maintenant je vois ce qu'elle était vraiment. J'en ai payé le prix fort, et ma mère ne servira plus de monnaie d'échange dans ton jeu sordide. Je t'ai rayé de ma vie, et c'est le prix le plus élevé que tu puisses payer, » déclara Marisa d'un ton ferme. Le silence entre eux était pesant. Jean-Claude la regarda de son regard froid habituel, mais il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne pouvait nier. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse le défier aussi directement et en sortir vainqueur. Son pouvoir, qui lui avait toujours paru inébranlable, semblait à présent se désagréger face à son propre échec. Marisa, avec un calme effrayant, lui avait prouvé qu'il n'était pas invincible. « Même ainsi, tu paieras », dit Jean-Claude, avec une expression mêlant colère et compréhension. « Et quand cela arrivera, tu te souviendras que la victoire n'est jamais vraiment acquise tant qu'on n'a pas tout ce qu'on désire. Souviens-toi de ça, Marisa. » Il se retourna pour partir, mais avant de s'en aller, il la regarda une dernière fois. « Ne crois pas t'en être tiré si facilement. La partie est loin d'être terminée. » Marisa resta là, l'esprit en ébullition. Ce que Jean-Claude ignorait, c'est qu'elle s'était déjà préparée à l'avenir. Malgré ses menaces, elle savait que l'affrontement final était bien plus proche qu'il ne l'imaginait. Son objectif était désormais clair. Elle devait garantir à sa mère l'avenir qu'elle méritait, loin des pièges que représentait le monde de Jean-Claude. Alors que le millionnaire disparaissait de la pièce, Marisa sut que la dernière étape de son parcours allait commencer. Elle avait affronté ses propres faiblesses et le pouvoir de Jean-Claude, et elle était désormais prête à se battre pour ce qui comptait vraiment, sa liberté, sa dignité et, par-dessus tout, la vie de sa mère. Le jour de l'affrontement final arriva sans prévenir. Marisa, forte de ses nouvelles ressources, savait que l'heure était venue d'affronter tout ce que Jean-Claude représentait. Il avait non seulement manipulé sa vie, mais aussi détruit tout ce qui l'entourait, ses convictions, ses principes et même sa relation avec sa mère. Désormais, le doute n'avait plus sa place. Elle était prête à l'affronter une fois pour toutes. Le dernier geste de Jean-Claude était plus risqué qu'elle ne l'aurait imaginé. Lorsqu'il découvrit que Marisa avait eu recours à des médecines alternatives pour sa mère, il y vit une trahison et, plus encore, une menace pour son emprise. Il la convoqua à une réunion cruciale où se jouerait le dénouement. Dans ce luxueux hôtel parisien où tout avait commencé, Marisa rencontra enfin l'homme qui, pendant si longtemps, lui avait paru un géant insurmontable. Jean-Claude se tenait là, imposant comme toujours, le regard qui semblait tout dévorer autour de lui. Mais à sa vue, son visage se figea. Il savait que Marisa avait changé. Elle n'était plus la jeune femme désespérée qu'il pouvait manipuler. C'était une femme déterminée, maîtresse de ses actes. Elle savait ce qu'elle voulait, et ses désirs n'avaient plus d'emprise sur elle. « Alors, Marisa, » commença Jean-Claude d'une voix plus basse, presque insidieuse, « tu crois que tu vas sortir indemne de ce jeu? Que tu vas réussir à me battre ?» Marisa le regarda avec un calme qui, même pour elle, était effrayant. La peur n'avait plus sa place. Le doute n'avait plus sa place. Elle savait ce qu'il fallait faire pour mettre fin à ce cycle une fois pour toutes. « Vous ne m'avez pas créé, Jean-Claude, » répondit-elle d'une voix ferme. « Vous pensiez pouvoir me manipuler, me contrôler, faire de ma vie ce que vous vouliez,
Mais vous avez échoué. Je ne suis pas votre jouet. Jean-Claude sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Il sentait que la voix de Marisa recelait une gravité bien plus grande, mais il refusait d'admettre que la femme en face de lui les surpassait. « Tu ne comprends pas ce qui se passe ici, n'est-ce pas? J'ai un pouvoir que tu n'as jamais osé imaginer. Toi et ta mère n'êtes que des pions dans ce jeu. Maintenant, je veux savoir ce que tu es prêt à perdre pour préserver cet orgueil. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Je suis prête à tout perdre, dit Marisa, la réponse sortant de sa bouche avec une force qu'elle ne se connaissait même pas. Mais toi, Jean-Claude, c'est toi qui vas perdre. Elle sortit de sa poche le document qu'elle tenait. Un accord de destruction totale. Jean-Claude l'ignorait, mais ce qu'il tenait devant lui n'était pas un simple bout de papier. C'était la clé pour démanteler son réseau de manipulation, briser son imposture. Marisa détenait entre ses mains la preuve irréfutable de la duplicité de Jean-Claude, chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il n'en croyait pas ses yeux. Jean-Claude s'efforçait de garder son calme, mais la surprise se lisait sur son visage. Il se leva brusquement, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Mais Marisa avait déjà porté le coup fatal. L'homme qui avait toujours eu le dernier mot se retrouvait confronté à une réalité qu'il ne maîtrisait plus. Les conséquences de ses propres actes. Tu pensais pouvoir m'utiliser, mais tu as sous-estimé ce dont je suis capable quand je me bats pour quelque chose qui compte vraiment, dit Marisa, les yeux fixés sur lui sans hésitation. « Tu ne peux pas faire ça !» tenta de protester Jean-Claude, mais la vérité de ses actes le frappait de plein fouet. Il savait que la carrière qu'il avait bâtie, son empire, était sur le point de s'effondrer, et il n'avait plus la moindre idée de comment l'empêcher. La pièce semblait chargée d'une énergie électrique, d'une tension palpable, tandis que Marisa gardait les yeux rivés sur Jean-Claude. L'enjeu de ce combat dépassait largement le simple sauvetage de sa mère. Elle se battait désormais pour sa propre rédemption, pour avoir la chance de reprendre sa vie en main, de reconquérir son avenir et de se débarrasser de toute la souillure que représentait le millionnaire. Jean-Claude, l'homme qui avait toujours gardé le contrôle, vit son impunité s'effondrer face à la vérité de Marisa. Il avait sous-estimé ce dont elle était capable une fois libérée de son emprise. Elle savait qu'elle ne pouvait plus s'engager dans la voie du pouvoir et de la manipulation. Il ne s'agissait pas de prendre la place de Jean-Claude, ni de devenir son clone, non. Marisa était déterminée à briser le cycle de domination et d'oppression une fois pour toutes, et son dernier acte fut le plus radical. Elle livra l'épreuve de ses manipulations, non pour gagner, mais pour l'empêcher de triompher. Le pouvoir de Jean-Claude était sur le point de s'effondrer, et c'était tout ce dont elle avait besoin pour se libérer. Lorsque Jean-Claude a finalement dû faire face aux véritables conséquences de ses actes, il était trop tard. Les preuves que Marisa avait remises aux autorités ont rapidement déclenché une réaction en chaîne. Son empire de manipulation, son emprise sur les politiciens, les hommes d'affaires et les personnalités publiques a commencé à s'effondrer comme un château de cartes. Ce qui avait jadis semblé un empire invincible, bâti sur des mensonges et des tromperies, était désormais démantelé par la femme même qui l'avait sous-estimé. Marisa ressentit un soulagement mêlé de tristesse. Elle ne célébrait pas la défaite de Jean-Claude, mais la fin d'une ère de souffrance et de manipulation qu'il incarnait. Pour elle, il ne s'agissait pas de vengeance, mais de libération, une libération qui lui permettait enfin de respirer à nouveau sans le poids de la culpabilité ni l'emprise d'un homme si puissant. La voie était ouverte, non seulement à sa propre liberté, mais aussi à un avenir où sa mère pourrait enfin vivre sans la menace constante de Jean-Claude. Lucia, dont la santé se stabilisait peu à peu, observait sa fille avec gratitude. Elle savait que ce que Marisa avait accompli n'avait pas été facile. La femme qu'elle connaissait s'était transformée en une personne plus forte, plus déterminée, mais aussi plus légère. Marisa, qui avait été prête à tout sacrifier pour sauver sa mère, comprenait désormais que la véritable guérison pour toutes deux résidait non seulement dans un traitement physique, mais aussi dans la libération de la manipulation émotionnelle et psychologique qu'elles avaient subie.
La vie de Marisa et de sa mère ne serait plus dictée par Jean-Claude, ni par une lutte de pouvoir. Elles étaient enfin libres d'écrire leur propre histoire. Marisa savait que le combat n'était pas terminé. Il restait de nombreuses blessures à panser et de nombreuses leçons à apprendre. Mais ce qu'elle possédait désormais, outre sa liberté, était le plus important. La certitude de qui elle était vraiment et de ce qu'elle était prête à faire pour elle-même. En regardant par la fenêtre de son appartement, Marisa sentait la fraîcheur de la brise parisienne et entendait les bruits lointains de la rue. Elle éprouvait enfin la paix qu'elle avait tant désirée, non pas parce que son combat avait été facile, mais parce qu'elle avait, en réalité, trouvé le moyen de vivre libérée des chaînes du passé. Le poids de la manipulation, la peur de la perte, tout cela s'était dissipé. Marisa était désormais prête à aller de l'avant. Sa vie future lui appartiendrait, non plus façonnée par les attentes des autres, mais par ses propres choix. Les années passèrent, et Marisa et Lucia trouvèrent un nouvel équilibre. La vie à Paris reprit son cours, plus paisible, libérée des ombres du passé. Marisa s'était reconstruite, non seulement en tant que fille, mais aussi en tant que femme, traçant sa propre voie, loin des manipulations et du réseau de Jean-Claude. Elle aidait d'autres femmes qui, comme elle, aspiraient à leur liberté, partageant son expérience de résilience face à l'adversité. Tandis qu'elle arpentait les rues où elle s'était jadis perdue, elle sourit, sachant qu'enfin, elle vivait sa vie elle-même, et non par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. L'histoire de Marisa est un parcours de courage, de transformation et de quête de la véritable liberté. Dans un monde où le pouvoir et le contrôle déterminent souvent le destin des individus, elle a choisi de se libérer de ses chaînes et d'écrire sa propre histoire. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir piégé dans une situation dont il semblait impossible de s'échapper? Que feriez-vous face à vos choix les plus importants? Partagez vos réflexions sur la lutte pour la liberté et la connaissance de soi. Poursuivons cette conversation et explorons ensemble comment chacun peut trouver sa propre liberté.